allez-vous? Je sais. Je sais que ça va mal, je sais que ça va très mal dans notre pays. Et honnêtement, le fait par moi de vous demander comment vous allez est plutôt une question rhétorique, car aucun Haïtien, qu'il vive à l'extérieur, qu'il vive à l'intérieur, aucun Haïtien ne saurait être bien. Dernièrement, j'ai croisé un jeune dans les couloirs de l'université. Il devait avoir 21 ans. Il m'a salué et m'a lancé cette question. Monsieur Fils-Aimé, comment vous faites pour garder espoir quand tout en Haïti nous invite au désespoir? J'étais frappé par deux choses. Par son âge, le fait que ce soit un jeune de 21 ans qui est né au Canada et qui s'intéresse à la question haïtienne, qui suit l'actualité, qui me suit régulièrement, cela m'a frappé parce que de temps en temps, je pense à tort que ce sont les Haïtiens d'Haïti ou des Haïtiens qui sont arrivés ici adultes qui portent Haïti dans leur cœur, ou ce sont des Haïtiens qui naissent en Haïti, qui éprouvent pour Haïti justement cet amour viscéral. Non. Ce jeune-là est né ici au Canada et pourtant il porte Haïti en son cœur. Il n'y a jamais été. Pourtant, la situation d'Haïti le préoccupe. Et donc, ceci m'a frappé. J'ai dit, oh là là, Haïti a beaucoup plus d'enfants qu'on ne pense. Haïti a beaucoup plus de gens qui l'aiment et qui suivent sa déchéance qu'on ne le pense. Et la deuxième chose qui a retenu mon attention, c'est justement le contenu de sa question, la teneur de sa question. Comment faites-vous pour garder espoir quand tout autour de vous, monsieur Fils-Aimé, vous invite au désespoir? Sa question m'a obligé à fouiller en moi-même les motivations de mon espoir, les motivations de mon espérance. Je vais vous faire un aveu. Ces derniers temps, lorsque, tout comme vous, je vois les vidéos, en particulier, j'ai vu une vidéo de jeunes écoliers qui sont dans les couloirs de leur école et qui sont obligés de se mettre sur le ventre parce qu'ils entendent les bruits de balles. Moi, je n'ai pas connu ça. Il m'arrive de pleurer sur Haïti, beaucoup plus souvent que vous ne pensez. Parce que, en tant qu'analyste, mon rôle, c'est d'anticiper. Et en ceci, il me semble que j'y arrive. Mais quand je réalise que mon anticipation se concrétise, j'ai mal. J'ai mal au cœur, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Lorsque je vois ces habitants, ces citoyens quitter leur maison, quitter leur quartier, un petit sac sur le dos, un petit sac sous les bras, parce que les bandits, parce que les sanguinaires, parce que les criminels leur demandent de quitter. Et ils n'ont pas le choix. Ils quittent vers un je ne sais où. Je vais vous faire un autre aveu. Il m'arrive surtout ces jours-ci d'avoir un sommeil très agité, parfois même de ne même pas pouvoir dormir.
quand je pense à Haïti. Certains de mes amis me recommandent de ne plus regarder ces vidéos, mais si je ne les regarde pas, comment pourrais-je continuer à accomplir mon travail? Mon travail qui consiste à vous aider à comprendre ce qui se passe, là, à anticiper ce qui va se passer et à vous conseiller quant à la conduite à tenir. Donc il ne faut pas croire que je suis imperméable à ce qui se passe là en Haïti. Comme je l'ai dit, il n'y a aucun Haïtien, qu'il soit de l'intérieur ou de l'extérieur, qui puisse se sentir bien. En sorte que la question « comment allez-vous » quand elle est adressée à un Haïtien ou à une Haïtienne, c'est plutôt une question rhétorique, car on connaît déjà la réponse. Ça va mal. Mais revenons à la question de ce jeune. Qu'est-ce qui m'empêche de perdre complètement espoir? Qu'est-ce qui m'empêche de sombrer dans le désespoir quand je regarde l'Haïti d'aujourd'hui? Ah, je vais vous faire un autre aveu. Est-ce qu'il m'arrive d'être découragé? Bien sûr, tout comme vous. L'émission que vous regardez là est rarement présentée en direct. Je la préenregistre, donc je fais du faux direct, mais parfois, j'arrive en studio, mes notes sont prêtes et j'anticipe que je vais passer 1h, 1h15 avec vous, mais passer 1h15 avec vous, c'est 1h15 de contenu, 1h15 d'analyse. Et là, je revois par la pensée tout ce qui se passe en Haïti et je dois souvent, pour ne pas dire toujours, m'adresser à mes ancêtres, aux Guinéens, aux esprits, pour qu'ils me donnent l'énergie qu'il faut de manière à remplir ce travail, à accomplir ce travail que je me suis donné, qui est de vous donner espoir. C'est pas facile, vous savez, de donner espoir. Car quand on donne de l'espoir, il faut éviter de sombrer dans l'autre extrême qui consiste à vendre du vent. Je déteste ceux qui vendent du vent, qui veulent vous donner espoir quand ils savent que il n'y a plus d'espoir. Dans la situation d'Haïti, il y a de l'espoir. Et c'est pour cela que je ne sombre pas dans le désespoir. Et là, je suis conscient de cette répétition que je vous fais. Et je veux répondre aux jeunes ce matin. Et par ce jeune, à tant d'autres qui se disent, mais pourquoi ne lançons-nous pas tout simplement la serviette? Pourquoi ne donnons-nous pas ce pays à ceux qui veulent bien le prendre? Pourquoi ne pas nous arranger pour tout laisser? Pourquoi ne nous invitons pas les autres, tous ceux qui peuvent, n'est-ce pas, tous ceux qui le peuvent à quitter, car il n'y a plus rien. Quelqu'un m'a déjà dit, Jean, Haïti, c'est comme le Titanic. Vous vous souvenez de ce film-là, assez réaliste par ailleurs, du Titanic qui venait de heurter un iceberg et tout le monde savait qu'il n'y en avait que pour quelques heures, le bateau allait couler. Et que la plupart des passagers allaient périr. Cet ami m'a dit, mais vous savez, j'ai l'impression qu'Haïti se retrouve dans la situation justement du Titanic, où ce n'est qu'une question d'heure avant que le bateau sombre et que toute vie soit éteinte. Je ne crois pas. Je ne crois vraiment pas
que la situation d'Haïti soit assimilable à celle du Titanic. Au fait, je pense que c'est une façon très pessimiste, je n'ai pas dit réaliste, c'est une façon très pessimiste de lire la réalité haïtienne. Il y a moyen de regarder Haïti telle qu'elle est, et c'est ce que je vais faire dans l'émission d'aujourd'hui. Et une fois qu'on l'aura regardée telle qu'elle est, et de se dire, mais comment aurait pu-t-elle être? Et nous allons enfin nous poser la question, comment faire que l'Haïti telle qu'elle est devienne telle qu'elle aurait pu être? Connaissez-vous la différence entre un voyant et un visionnaire? La connaissez-vous, la différence? Vous êtes voyant, sûrement. Vous n'êtes pas un handicapé visuel. Vous n'êtes pas aveugle. Vous êtes voyant. Mais je ne sais pas si vous êtes visionnaire. Peut-être êtes-vous aveugle. J'ai de grands amis aveugles. Joe Jacques qui m'écoute, il est aveugle. Mais c'est un grand visionnaire. Connaissez-vous la différence entre un voyant et un visionnaire? Je vais vous dire la différence que moi j'établis entre le voyant et le visionnaire. Le voyant se limite à ce que lui montrent ses yeux. Au moment où je vous parle, mes yeux fixent la caméra. En général, tous les voyants font ça. Ils se limitent à ce que constatent leurs yeux. Le visionnaire fait un constat supplémentaire. Il voit ce que, et là encore, le pléonasme sera voulu. Il voit ce que ses yeux ne voient pas, il voit ce que ses rêves projettent. Quand ça va mal, vous savez, quand tout est sombre, quand tout est triste autour de nous, nous avons besoin d'être visionnaires, de voir la réalité selon nos rêves, de dire mais comment ça aurait pu être, et d'aller encore plus loin, de dire mais comment faire en sorte que ce dont je rêve, ce à quoi je rêve, ce à quoi je pense, comment faire en sorte que cela devienne réalité. Quand je regarde l'histoire de mon pays, depuis la colonie, c'est-à-dire depuis l'époque de l'esclavage, jusqu'à l'indépendance, je constate que l'histoire de notre pays est tissée non pas de voyants, mais de visionnaires. Des gens qui n'ont pas voulu se limiter à ce que leurs yeux constataient. Que constataient leurs yeux? Le racisme. Que constataient leurs yeux? 450 000 nègres qui étaient condamnés par le destin, c'est ce que leur enseignait l'Église, qui étaient condamnés par le réel socio-économique à servir les autres. 450 000 hommes dont, ma foi, 40% sont nés dans l'esclavage et qui donc n'ont jamais rien connu d'autre que l'exploitation de la majorité par une minorité blanche. S'ils se contentaient d'être des voyants, aujourd'hui encore, ils seraient dans l'esclavage car ils n'avaient jamais rien vu d'autre. Et donc quand je considère l'histoire d'Haïti, depuis la colonie, répétée jusqu'au nouveau pays auquel nos ancêtres ont donné naissance, j'ai vu des hommes et des femmes qui ont visionné
leur rêve, qui ont considéré ce rêve-là comme étant si fort qu'ils ont fini par le transformer en réalité. Créer un pays en 1804, tandis que tout autour d'eux, c'était des colonies peuplées d'esclaves. Créer un pays, tandis que tout autour d'eux, c'était des puissances esclavagistes, avec des armées parmi les meilleures, parmi les plus puissantes, avec des armes parmi les plus offensives. Il fallait être plus que voyant, il fallait être visionnaire. Oui, il m'arrive de pleurer, mais rapidement j'essuie mes larmes. Oui, il m'arrive d'être découragé, mais rapidement je me crache dans les mains. Oui, comme vous, je vois des assassins, des sanguinaires, des bandits prendre d'assaut la capitale de mon pays. Je vois une population assiégée, une population déplacée, une population terrorisée et qui n'a personne pour la secourir. Ça, c'est ce que mes yeux constatent. Mais je suis visionnaire. Je me dis, ce pays-là n'est pas condamné à rester là où il est. Il peut être autre chose. Et mon rôle à cette émission, c'est de vous aider à voir, mais voici ce que ce pays pourrait être. Voici ce que ce pays, et là je vais faire attention, va être. Maintenant, la grosse question, c'est comment passer du pays actuel au pays tel qu'il pourrait être. Il ne nous manque qu'une chose. Une chose. Je vais dresser avec vous le bilan de ce qui ne va pas. Je dresserai avec vous le bilan de nos ressources sur lesquelles nous pourrons compter. Et là, la seule question, c'est comment combler le hiatus entre ce qui est et ce qui pourrait être. Et je vous dirai à la fin de l'émission que cela est possible. Mais déjà, vous voyez, mon énergie n'est plus la même. Entre l'instant où j'ai commencé l'émission et l'instant présent, je n'ai plus la même énergie. Car je dis, ce qu'on voit là, les amis, est artificiellement conçu. Ce qu'on voit là, c'est le fruit des stratèges internationaux qui veulent justement qu'on lance la serviette, qui veulent justement qu'on se décourage et qu'on dise il n'y a plus rien à faire à ce pays-là et qu'ils interviennent après qu'ils ont créé le problème comme sauveur. Il faut leur résister jusqu'à la dernière goutte de notre sang. On ne peut pas accorder cela à nos ennemis, qui est de leur dire que nous sommes découragés. Il m'arrive de dormir découragé et de me réveiller encouragé. C'est précisément quand il fait noir qu'il faut penser à la lumière. C'est précisément quand il fait nuit qu'il faut rêver au jour. Je vous dirai, qu'est-ce qui nous manque? Une seule chose nous manque. Ça va? J'entends vos larmes. Je sympathise avec vous. J'empathise. Je les verse moi aussi, ces larmes-là. Je capte votre énergie moi aussi. Il m'arrive d'être traversé par un sentiment de découragement. Mais très rapidement, je me reprends. Le titre de l'émission est probablement un titre prédestiné, Lumière sur le monde. Quand est-ce qu'on apprécie la lumière? Quand il fait noir? Quand apprécie-t-on une bougie? Précisément quand il fait sombre. L'émission serait indigne de son nom. Si en ce temps de noirceur, si en ce temps
de tristesse, je me laissais moi aussi aller au découragement, à la tristesse. Non. Non. Et vous allez voir que dans mon cas, il ne s'agit pas de vous vendre du vent. Il s'agit au contraire d'attirer votre attention sur autre chose. Il s'agit pour moi de vous dire, ne vous limitez pas à ce que vous voyez, rêvez, rêvez grand. Juste avant la pause, je partagerai avec vous cette illustration. J'ai lu une fois l'histoire d'un conférencier qui s'est présenté devant les cadres d'une entreprise qui était quasiment en faillite. Et on l'a invité justement pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas et comment renverser la tendance. Et ce conférencier s'est présenté devant les cadres et dans une grande salle. Sur le mur, il y avait un grand tableau blanc. Et avant de prendre la parole, il a inscrit un point d'interrogation noir au beau milieu du tableau blanc. Et il a lancé cette question simple, mais non simpliste au cadre. Que voyez-vous? Tous, ils ont répondu, nous voyons un point d'interrogation noir. Et alors là, le conférencier de répondre, je viens de comprendre le problème de la compagnie. Il y a un grand mur. Sur ce grand mur, il y a un tableau blanc. Et au beau milieu du tableau blanc, seulement au beau milieu du tableau blanc, il y a un point d'interrogation noir. Et vous ne voyez que le point d'interrogation noir. Et si la réalité se passait entre les deux oreilles? Et si la réalité se passait entre les deux yeux? Vous savez, je suis un optimiste irréductible. Je suis un optimiste intraitable. Je vais toujours voir le verre à moitié plein. C'est le même verre. Il est peut-être aux 3/4 vide, mais je vais toujours voir le quart qui est plein. Et à partir de ce quart qui est plein, je fais le plein d'énergie pour renverser la tendance. C'est ce à quoi je vous invite.